mon général, Madame la directrice générale, si vous voulez bien prendre place, notre troisième invité, Clément Beaune, est en retard. C'est un ancien ministre des Transports et donc il est coincé dans les embouteillages, ça paraît assez logique. Donc l'idée, c'est d'une part de demander à chacun de nos invités de définir sa mission en 2 phrases, sa mission du point de vue du futur, parce que c'est ça qui nous intéresse ici. Et puis ensuite, je vous demanderai quelles sont, dans votre domaine, les 2 ou 3 transformations majeures auxquelles vous vous attendez dans les années qui viennent. Et puis enfin, je vous demanderai quels sont les sujets sur lesquels il faut faire preuve d'engagement et de volontarisme et ceux sur lesquels il faut plutôt s'adapter et laisser les choses aller. Nathalie, je vous donne la parole en premier. Merci beaucoup et merci beaucoup. Je suis vraiment ravie d'être ici avec vous. Alors, la Croix-Rouge française, vous le savez, c'est un acteur historique de la crise, né sur un champ de bataille à Solferino il y a un petit peu plus de 160 ans. Et aujourd'hui, c'est bien évidemment un acteur de l'urgence qui vient au secours des populations en cas d'événements exceptionnels, de situations exceptionnelles. Mais c'est aussi devenu un acteur de la solidarité pour toutes les ruptures de vie individuelle. Aujourd'hui, la Croix-Rouge française, c'est 80 000 bénévoles sur l'ensemble du territoire. C'est 630 établissements médico-sociaux, sociaux et sanitaires, avec des professionnels donc, de santé et des travailleurs sociaux. Et puis, ce sont 130 centres de formation, instituts de formation qui forment à tous les métiers du soin, ainsi que du travail social. Donc ça fait un contingent à peu près de 100 000 personnes sur le territoire français qui a dans son ADN la capacité de se mobiliser face aux situations exceptionnelles et face à la crise. Et des crises, on en a vécu quand même un certain nombre ces 5 dernières années. On parle de la pandémie du Covid, qui a été une des premières pandémies mondiales depuis un certain nombre de siècles. On a eu des crises climatiques assez intenses qui se multiplient. Je vais citer les inondations dans le nord de la France qui ont été absolument dramatiques, qui ont ravagé plus de 500 villages et plus d'un demi-million de personnes qui a été impacté. Les tensions géopolitiques, bien évidemment, qui se sont cristallisées avec le conflit en Ukraine, avec bien évidemment le conflit au Proche-Orient et la situation à Gaza. Et on l'a vu juste avant, la situation, des situations économiques qui est déstabilisée en particulier depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump aux États-Unis. Et donc, dans ce paysage très perturbé, très instable, la Croix-Rouge française réalise assez régulièrement des travaux de prospective. Et c'est en 2021 que nous en avons fait ensemble avec Futurible, des travaux de prospective qui ont permis de définir toute la stratégie 2030, donc 2030. L'idée était de se projeter à 2030 et de réfléchir à quelles étaient les actions de la Croix-Rouge à privilégier, sur lesquelles investir pour faire face à tout ce qu'on allait pouvoir affronter comme crise d'ici 2030. Et on est arrivé à une définition de la stratégie et des priorités de la Croix-Rouge française qui était de renforcer la résilience des populations face à n'importe quel type de crise, et puis dans un même temps aussi renforcer notre propre résilience, puisqu'on connaît la Croix-Rouge capable de monter et de se mobiliser face à un événement. Quand on a 2 événements, 3 événements, 4 événements, des événements qui durent, il faut qu'on renforce l'ensemble de notre organisation. Donc voilà, très rapidement, la Croix-Rouge, merci. Acteur de la crise. Mon général, vous avez un avantage, c'est que le mot futur fait partie de votre titre, de l'intitulé de votre mission. Tout à fait. Donc effectivement, je suis le général Barat, je commande le commandement du combat futur, un commandement très récent au sein de l'armée de terre, puisqu'il a 1 an d'existence, mais globalement, il est monté depuis 1 an et demi et commence à produire. Pourquoi ce commandement? Puisque l'armée de terre, en tout cas le chef d'état-major de l'armée de terre, avait eu une conviction sur le fait que le monde est en train de bouger beaucoup trop vite
et qu'il fallait rapidement s'adapter, ou en tout cas changer notre modèle d'armée de terre, mais également notre façon de conduire la guerre. Pourquoi cette adaptation? Il y avait une urgence, vous le savez très bien, on voit très bien la dégradation de l'environnement international, le retour des rapports de force, de la violence dans tous les rapports entre les États, mais également entre les communautés humaines, et également une accélération sans précédent de la technologie sous l'effet de la numérisation et de l'arrivée des algorithmes qui sont en train de profondément transformer l'ensemble du monde. Deuxième constat aussi sur ces affaires de technologie, c'est qu'on assiste à un basculement assez brutal et qu'on n'avait pas vu venir entre le fait qu'autrefois la technologie était plutôt tirée par les affaires militaires. Donc tout ce qui était télécommunications, Internet ont été créés pour des affaires militaires. Même les téléphones portables ont été tirés par ça. Aujourd'hui, on est à front renversé puisque c'est la technologie civile qui tire l'ensemble du secteur. Et donc les armées en fait n'arrivent plus à suivre le rythme de la technologie civile. Et donc ces technologies civiles qui sont ensuite détournées par nos compétiteurs ou nos adversaires pour des usages militaires, il fallait être capable d'aller au même rythme que ces évolutions-là. Donc ce commandement est organisé justement pour essayer d'adapter les grandes capacités de l'armée de terre, de revoir son modèle en permanence, de l'observer en permanence de façon assez froide et de faire les grands rééquilibrages en termes de capacité. Donc pour cela, on a également un centre d'études stratégiques qui est là pour faire de la prospective, donc pour les évolutions de la conflictualité, les nouveaux champs de conflictualité, puisqu'on voit que ça touche de plus en plus de champs, puisque l'affrontement ne touche pas que la partie physique du champ de bataille, mais il y a également le cyber, il y a les manœuvres cognitives qui sont de plus en plus présentes sur nos affrontements. Et donc, il fallait être capable de voir ces évolutions de la guerre et de les anticiper et de s'y adapter. Deuxième aussi aspect de notre travail, c'est d'anticiper les tendances qui vont arriver et qui sont prévisibles à horizon très rapide, notamment en termes de démographie. On sait très bien qu'on va rentrer dans les classes creuses au sein des populations françaises. Donc, le recrutement sera de plus en plus dur. Donc comment maintenir le niveau, le volume de force, alors qu'on voit bien qu'il faut de la masse face à des conflits de haute intensité. Comment est-ce qu'on arrive à concilier ça avec un système de recrutement qui va être de plus en plus difficile à réaliser? Donc ça, c'est des réflexions qui doivent être conduites et auxquelles on essaie de trouver des réponses. Voilà. Et donc tout ça pour dire qu'effectivement, ce commandement, essayer de regarder très loin, donc à 2040-2050, voir les grandes évolutions technologiques et sociétales, et comment est-ce qu'on adapte notre système à plus courte échéance, 2030, et comment on fait évoluer notre ressource humaine, nos équipements, pour répondre aux défis d'aujourd'hui et de demain. Merci Nathalie. Les quelques transformations clés. Alors on a bien compris que, et c'est en effet le fruit du travail qu'on avait mené ensemble, que l'axe stratégique d'anticipation de la Croix-Rouge, c'est la résilience de la société, la Croix-Rouge au service de la résilience de la société et la résilience de l'organisation elle-même face à la multiplication, la succession des crises et leur diversité. Dans ce contexte général, est-ce que vous avez identifié des transformations clés qui peuvent vous déstabiliser, auxquelles il faut que vous soyez particulièrement attentifs? Alors, il y en a beaucoup des défis, mais s'il fallait en citer que trois, l'évolution des technologies, la polarisation de la société, ça c'est un premier défi. Le deuxième, c'est les changements climatiques et donc l'impact sur les catastrophes, enfin la multiplication des catastrophes naturelles. Et puis le troisième, c'est aussi le risque de voir un retour de conflits armés, y compris sur le sol national. Alors si on prend la polarisation de la société, on le voit avec les nouvelles technologies, on a tendance à s'enfermer dans des bulles informationnelles. On a des algorithmes qui de toute façon nous enferment dans ces bulles d'informations et qui auto-alimentent des positions très très clivantes. On a une véritable défiance face aux institutions. Et là, le rôle de la Croix-Rouge en tant que partenaire de confiance entre les pouvoirs publics et la société civile a son rôle à jouer.
on a un enjeu pour la Croix-Rouge de restaurer finalement cette cohésion sociale. Cohésion sociale qui est absolument essentielle dès lors que l'on rentre dans une crise. On l'a vu pendant le Covid, la cohésion sociale fait qu'on arrive à surmonter l'isolement du confinement à la maison. Quand on est à Chido, après le passage de Chido à Mayotte, la cohésion sociale, l'entraide entre les personnes font qu'on va surmonter et passer à l'action après un cataclysme comme Chido. Donc cette cohésion sociale, il nous faut l'entretenir et la développer. C'est un des défis majeurs et on y répond par l'engagement. L'engagement sous toutes ses formes. L'engagement du citoyen qu'on va former au geste de premier secours et qui va devenir le premier acteur de la chaîne de solidarité face à une personne qui est en arrêt cardio-respiratoire. C'est un engagement simple. Aujourd'hui, on a 40% de la population française, des citoyens français qui sont formés au geste qui sauve. Nos voisins européens, c'est plutôt 80%. Et c'est simple, c'est accessible à tous et c'est un premier maillon de solidarité. Deuxième forme d'engagement, après le démarrage du conflit en Ukraine, afflux de déplacés ukrainiens dans les gares, incapacité pour la Croix-Rouge d'accueillir absolument tout le monde, on a mis en place un système d'accueil de bénévoles d'un jour. Donc permettre à n'importe quelle bonne volonté de s'engager dans un cadre sécurisé avec l'emblème Croix-Rouge pour accueillir tous les Ukrainiens dans les gares. Même chose pendant le Covid, toutes les bonnes volontés étaient accueillies au sein de la Croix-Rouge pour donner du temps, 1 heure, 2 heures, 3 jours, 1 semaine, donc bénévolat très, très spontané. Et troisième forme d'engagement, les partenaires privés qui ont des compétences particulières. Et je citerai un exemple, la Fondation Veolia, avec laquelle on a un partenariat depuis un peu plus de 10 ans maintenant, et qui nous a permis de former des spécialistes du traitement de l'eau aux situations extrêmes de réaction et de réponse à une urgence humanitaire et qui nous accompagnent typiquement après le tremblement de terre du Maroc pour installer des usines de traitement d'eau. Après le passage de Chido à Mayotte, des usines de traitement qui sont d'ailleurs toujours en opération malheureusement et qui vont le rester encore longtemps, étant donné les pénuries d'eau que l'on peut avoir à Mayotte. Donc des formes d'engagement diverses qui nous permettent de recréer du lien, de la cohésion. Le deuxième défi, c'est les changements climatiques. Et là, besoin de... ils se multiplient. Quand on réfléchit au nombre d'événements majeurs entre 1950 et 2000, on en avait un par an à peu près sur le territoire français. Entre 2000 et 2020, on en est à 4 par an en moyenne. Donc on voit cette multiplication d'événements climatiques majeurs. Quand je dis majeurs, encore une fois, les inondations dans le nord de la France, ça a été dramatique pour un demi-million de personnes. Donc c'est important. Et donc là, même chose, besoin de repenser complètement nos circuits logistiques, nos capacités de mobilisation pour répondre à ce type d'événements d'ampleur qui se multiplient. Troisième défi, et pas des moindres, le retour des conflits armés sur le sol national. Et là, c'est tous les travaux d'anticipation et de prospective que l'on a pu réaliser ensemble et qui nous invitent à réfléchir à l'action et à la mobilisation de la Croix-Rouge dans ce type de situation. Que ce soit en support, en soutien à la population française, que ce soit aussi en soutien dans notre rôle auprès du service de santé des armées, que ce soit dans notre rôle d'auxiliaire des pouvoirs publics, tout en restant bien évidemment indépendant, comme c'est un des 7 principes de la Croix-Rouge française. Donc c'est un défi aujourd'hui majeur qu'on est en train d'anticiper
avec de la formation de secourisme, avec de la réflexion sur des plateformes logistiques sur l'ensemble du territoire national, avec des dimensionnements de stocks de première urgence, des stocks d'eau, des stocks de rations, des stocks de tentes, de bâches, bref, qui nous permettent d'imaginer ce qu'on devrait apporter comme soutien à la population dans ce type de situation. Merci. Clément Beaune, je vais vous proposer de répondre en une seule fois à mes 2 premières questions. Définir votre mission du point de vue du futur, mais elle vient d'être définie en Conseil des ministres il y a quelques jours, votre mission, et puis nous dire quelles sont les 2 ou 3 transformations majeures auxquelles vous pensez que cette mission va devoir faire face dans les années qui viennent. Merci beaucoup et pardon de vous rejoindre tardivement. J'ai eu quelques problèmes de transport, ça ne s'invente pas. Et donc j'ai profité d'un vélo libre-service pour vous rejoindre le plus vite possible, mais ce fut un peu long par cette chaleur. Merci en tout cas d'avoir pensé à moi pour discuter de cette question de temps long. Effectivement, elles sont assez centrales dans la mission nouvelle qui est la mienne. Depuis quelques jours, vous l'avez indiqué, nous avons ouvert une forme de nouveau chapitre de l'histoire du plan, parce que le plan à la française, j'appelle ça comme ça de manière générique, c'est une institution qui existe sans discontinuer depuis 1946. Il y a eu des changements de périmètre, de nom, même parfois de lieu, plus récemment, mais on a repris d'ailleurs le terme de plan dans le nom fusionné de France Stratégie et du commissariat au plan, sans être très original en appelant ça au commissariat à la stratégie et au plan. Mais à la limite, la dénomination importe assez peu, je n'ai pas de doute qu'elle changera un jour de nouveau, mais les missions sont assez semblables. Alors on fait un peu moins, dans cette institution en tout cas, de planification au sens strict que ce qui était envisagé et opéré au départ, où il y avait vraiment une optique de planification non pas impérative, ça n'a jamais été le cas, mais assez prescriptive, avec secteur par secteur, dans une optique aussi d'aménagement du territoire et de reconstruction en 1946 et les années qui ont suivi, de prévision, d'orientation assez ferme des besoins et des productions économiques. Je ne pense pas qu'on puisse, ou qu'on souhaite d'ailleurs, revenir exactement à cette planification-là qui s'articulait avec une économie extrêmement pilotée, administrée. En revanche, la question de la planification globale, cohérente, si je peux dire, ça je pense que c'est une de nos missions importantes. On a en fait probablement et paradoxalement jamais fait autant de planification en France et dans beaucoup de pays européens qu'aujourd'hui. D'abord parce qu'on a un peu plus d'outils. Je regardais récemment des images, des photos des années 50 au plan, rue de Martignac à l'époque. Il y avait des gens très compétents, mais qui traçaient des cartes à la main. Bon. Et des courbes d'ailleurs, pour ensuite illustrer les plans quinquennaux. Jusqu'au début des années 90, il y avait des plans quinquennaux, de moins en moins prescriptifs et de plus en plus indicatifs, mais quand même. Et on avait un certain nombre d'outils statistiques. C'était aussi le grand moment de l'explosion de la statistique publique. Mais on avait assez peu d'outils de représentation et de calcul pas du tout aussi puissants qu'aujourd'hui. Donc on a plus d'informations, plus de données, donc plus de capacité d'anticipation sur les risques climatiques notamment, même s'il y a encore un certain nombre d'incertitudes à l'évidence. Et on fait de la planification en réalité. Bon, c'est pas vrai qu'on fait plus de planification, mais on la fait de manière assez dispersée et éparse. Il y a des outils de programmation et de planification par la loi, des lois de programmation sectorielles pour le domaine militaire, mais aussi pour le domaine de la recherche, pour le domaine de la sécurité, pour le domaine de la justice, pas toujours respecté si on est tout à fait honnête, mais enfin ça existe. Et puis il y a de la planification stricto sensu, dans des domaines comme l'énergie, par exemple, où c'est évidemment indispensable, même si on voit les débats difficiles qui ont lieu au Parlement et au gouvernement, ou des scénarios de prospective et de réflexion ou de planification, comme a fait par exemple RTE, le régulateur en matière d'électricité et d'énergie, il y a quelques années, dans un rapport qui a beaucoup fait parler de lui, qui s'appelait, je crois, Futur énergétique 2050. Donc ça existe. Ce qui existe moins, c'est une discussion globale sur plusieurs années sur des grandes orientations, des grandes questions transversales, au Parlement notamment ou ailleurs dans la société. Quel est l'impact de la démographie sur les retraites? On a le débat régulièrement. Il y avait encore un rapport récent du Conseil d'orientation des retraites qui a fait parler de lui, mais ça a des impacts sur la santé, la démographie médicale, sur l'éducation et la démographie scolaire, des enseignants comme des élèves. Et ces questions un peu transversales, climat, démographie, risques géopolitiques, on a du mal à les avoir de manière un petit peu organisée, un petit peu posée dans le débat. Alors,
Je ne dis pas qu'on va résoudre tout ce problème, ce serait un peu présomptueux, un peu ambitieux, mais mon aspiration, c'est qu'on fasse à la fois des coups de projecteur sur des questions de temps long, spécifiques, sectorielles parfois, souvent, mais aussi qu'on essaye de mettre bout à bout ces différentes programmations ou planifications, ces différentes pièces du puzzle en quelque sorte. Dans la première catégorie, je prends un exemple très concret puisque j'ai pris l'intervention, et je m'en excuse à nouveau en cours de route, mais sur la question des risques climatiques et de la sinistralité. On a publié ce matin une étude, je crois assez importante et inédite sur les risques climatiques à l'horizon 2050 ou 2100, et plus exactement leurs impacts en termes de sinistralité sur les logements. On a vu des grandes inondations, des grandes sécheresses récemment. On ne sait pas exactement toutes les relier précisément au dérèglement climatique, mais enfin on sait que ça joue, et on sait qu'on en a de plus en plus d'ores et déjà. Donc comment on fait évoluer notre système d'assurance, comment on fait évoluer notre système de protection commune, solidaire, peut-être doit-on aller vers une forme de sécurité sociale climatique, ce genre de grandes questions. Je ne dis pas qu'il n'y a que nous qui pouvons y répondre ou les poser, mais c'est un peu notre mission de le faire en agrégeant beaucoup de données, beaucoup de dimensions. Et puis essayer de proposer cette vision globale de planification pluridisciplinaire ou plurisectorielle. On va essayer de le faire en renouant avec les grands exercices de prospective. Ça existe au plan sous ces différentes appellations depuis les années 60 environ, depuis un commissaire général au plan qui s'appelait Pierre Massé, que je cite souvent parce qu'il est l'auteur de beaucoup de formules très percutantes sur la planification. Il dit penser l'avenir est le premier temps de l'action, ce genre de choses. Il faut identifier les faits majeurs de l'avenir. Bon, donc je l'utilise souvent. Il a été président de Futurible. Il a été président de Futurible, absolument. Et oui, c'est vrai. Et il a été un grand commissaire au plan, un peu moins connu que Jean Monnet puisqu'il n'a pas été le fondateur de la maison, mais pour aller droit au but, il a lancé les grands exercices de prospective dans cette maison. Et je voudrais il y en a eu plusieurs, 4 ou 5 depuis 1965, mais qu'on essaye d'en relancer un sur la France en 2035, la France en 2050, en agrégeant ces différentes dimensions. Prévoir, ça n'est pas lire dans une boule de cristal. Faire de la prospective, ça n'est pas dire l'avenir, on aimerait bien, mais c'est être prêt le plus possible en essayant d'identifier un certain nombre de scénarios, d'options, de tendances. Et j'ajoute un dernier point qui me tient évidemment à cœur, enfin évidemment, avec mon ADN assez européen, on ne se refait pas complètement, c'est que je voudrais qu'on mette beaucoup plus de comparaisons européennes dans nos réflexions. Non pas que je pense que nous ayons vocation à être en France une forme de moyenne européenne, il y a des choses qu'on fait différemment des autres et réciproquement, tant mieux. Mais en revanche, on se pose souvent les mêmes questions au même moment. La question de l'assurabilité des risques climatiques, il y a beaucoup de travaux en Allemagne en ce moment dessus. La question de l'effort de défense, on se la pose, et de son financement, on se la pose dans tous les pays européens à peu près au même moment avec la même intensité. Et donc regarder les questions et les réponses qu'apportent les autres, ça peut être aussi une forme d'éclairage, pas de décision, mais d'éclairage que je souhaite intégrer davantage à nos travaux. Donc c'est, si je puis dire, du Monnet revisité, humblement, parce que n'est pas Jean Monnet qui veut, mais en intégrant cette dimension européenne dans nos travaux. Merci. Mon général, je me tourne vers vous. Donc c'est la deuxième question. Les quelques transformations clés qui requièrent toute votre attention. Alors j'imagine qu'il y a beaucoup de choses qui requièrent votre attention. Il y a mais énormément de choses. Sur quoi est-ce que vous mettriez l'accent devant le public qui est celui des adhérents de Futurible? Alors, tout d'abord, nous, on observe une chose qui est assez fondamentale, qui a transformé le champ de bataille d'aujourd'hui. C'est une forme de transparence du champ de bataille qui est quand même à l'origine d'une profonde évolution de la façon de faire la guerre et ce qu'on observe en Ukraine notamment. Cette transparence, elle vient de la multiplication des capteurs, qu'ils soient dans l'espace à très haute altitude, sur Terre, qu'ils soient acoustiques, électromagnétiques. Il y a tout type de capteurs et qui sont aujourd'hui finalement des producteurs de données, et que l'intelligence artificielle nous permet de traiter beaucoup plus facilement qu'avant, et donc de créer cette forme de transparence où on voit finalement l'adversaire, on le surveille en permanence, on voit de plus en plus loin dans son dispositif, et cette transparence, elle est quasi absolue. Par exemple, si on prend le cas de l'Ukraine aujourd'hui, sur les 15 km de profondeur, entre la ligne de front et 15 km de profondeur, il y a des drones en permanence qui volent, qui survolent les personnels, il y a des observations satellites, et donc il y a une quasi-transparence. Ce qui fait que c'est très difficile de se déplacer dans cette zone-là. C'est très hostile à l'être humain, et les Ukrainiens nous disent lorsqu'on est détecté, on a 5 minutes avant une frappe. Donc ça va très très vite.
Donc cette transparence qui est permise par les technologies, l'arrivée des algorithmes, nous pousse finalement à avoir cet environnement qui est très hostile, dans lequel il va falloir faire évoluer autre chose finalement que des plateformes habitées. Et donc ça, c'est la révolution que l'on en voit aujourd'hui et que l'on constate. C'est vraiment la tendance de fond que l'on voit depuis quelques années. C'est une robotisation du champ de bataille. C'est-à-dire qu'on est passé d'une phase de mécanisation de la guerre avec la Seconde Guerre mondiale qu'on a connue jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, les algorithmes font apparaître une forme de robotisation. En tout cas, dans cette zone particulièrement meurtrière, il est fort à parier que dans les quelques années à venir, puisque l'IA va beaucoup plus vite qu'on ne l'imaginait, dans quelques années, il y aura des affrontements. Il y a déjà eu des affrontements entre plateformes robotisées, hein, mais il y aura de plus en plus de zones qui seront comme ça tenues par des robots, des plateformes robotisées et qui préserveront nos personnels, mais c'est un peu l'avenir. Donc pour nous, c'est vraiment le virage majeur du moment. Il faut s'y préparer parce que face à nous, on aura ce type de plateforme et il faut ne pas rater le virage comme on a pu le faire à une certaine époque avec la mitrailleuse. Donc, voilà. Donc historiquement, on a fait quelques erreurs, on va essayer de ne pas les rééditer. Et donc on travaille beaucoup aujourd'hui sur cette robotisation du champ de bataille, sur la façon de coupler nos capacités actuelles avec l'arrivée des algorithmes, le travail en étroite collaboration avec des algorithmes qui nous aident à la décision, qui permettent d'aller plus vite dans la décision et qui permettent de mettre en œuvre ces types de plateformes. Deuxième défi majeur, finalement, c'est la mise en œuvre de nouveaux effets, puisque finalement les grands principes de la guerre qui sont très connus depuis Foch existent toujours, mais ils évoluent légèrement. C'est-à-dire qu'on parlait de concentration des efforts. Aujourd'hui, on parle de concentration des effets. Puisque la guerre, l'affrontement sur le champ de bataille n'est pas que physique. Et on voit bien qu'avant toute opération sur le terrain, il y a une phase de neutralisation des systèmes adverses qui passe par des attaques cyber. Et on le voit en Ukraine comme au Liban avec Israël face au Hezbollah. Toute action ou toute manœuvre sur le terrain est précédée d'une action cyber et de manœuvres cognitives pour essayer de perturber la perception de l'adversaire qui voit à peu près le champ de bataille et qui n'est pas forcément surpris. Donc l'idée, c'est vraiment de ne pas cacher forcément son dispositif, mais de tromper l'ennemi sur nos intentions. Et donc ça, c'est aussi une autre façon de travailler. Donc apprendre à combiner ces effets, c'est quelque chose d'assez fondamental dans les guerres de demain. Et c'est une nouvelle façon de commander, puisque jusqu'à présent, nos corps d'armée, nos divisions, finalement, bougeaient des masses sur le terrain et face à d'autres masses. Là, il faut combiner des effets qui ne sont pas dans le même espace-temps. C'est-à-dire que lorsqu'on veut faire une attaque cyber au niveau tactique, lorsqu'on veut neutraliser le système de communication de l'adversaire, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut créer des accès, il faut créer des outils pour aller neutraliser le dispositif adverse. Donc le cyber, c'est du temps long. Les manœuvres cognitives également. Donc on voit bien que c'est des effets qui ont des temporalités différentes et si on veut les combiner à l'instant T sur un endroit du terrain, ça s'apprend et ça se développe. Donc ça, c'est un autre défi que l'on a à relever. Et dernier défi que je voudrais soulever, c'est un petit peu la transformation culturelle que l'on doit réaliser au sein de l'armée de terre. Parce que finalement, on s'aperçoit que dans ce type de conflit qui nous attend, la capacité d'innovation, d'adaptation en continu, de saisie des innovations et de les intégrer le plus rapidement possible dans nos équipements, c'est majeur, c'est fondamental. Aujourd'hui, on voit bien que entre les attaques de drones et les ripostes, les parades qui sont trouvées des deux camps, entre la Russie et l'Ukraine, il y a quelques temps, ça se comptait en mois. Aujourd'hui, c'est en quelques semaines. Donc ça va très vite. Les capacités d'adaptation se font en continu. Et il faut être capable d'implémenter de nouveaux outils en permanence et de s'adapter à ces nouvelles tactiques en permanence. Donc ça bouge très vite, ça évolue très vite. Et donc la possibilité d'avoir des chefs qui prennent leurs responsabilités à tous les niveaux, d'être capable de saisir les opportunités, d'être capable de prendre leurs responsabilités et d'innover, ça va être fondamental dans le monde de demain. Et donc ça, c'est un gros chantier et c'est un peu le cœur, c'est vraiment le cœur de la transformation de l'armée de terre. C'est l'objectif le plus ambitieux de notre transformation. C'est comment retrouver cette subsidiarité, cette responsabilisation de tous les échelons pour que chaque individu ou chaque niveau de commandement soit capable de prendre des décisions. Parce que si je vous ai parlé de la robotisation, il y a aussi quand même une faiblesse majeure dans la robotisation, c'est que tout ça passe par de la connectivité et que forcément, notre adversaire cherchera à faire tomber notre connectivité. Et lorsque vous n'avez plus de communication, vous n'avez plus de système électronique qui fonctionne, il faudra toujours continuer à avancer ou à être capable d'agir.
Et donc là, ça devient fondamental. Et c'est un peu paradoxal, parce qu'on va vers un système de plus en plus technologique, avec aussi cette capacité à travailler en dégradé, et avec l'homme qui reste au cœur du dispositif pour prendre des initiatives et continuer à travailler sur le terrain. Merci, mon général. Clément Beaune, je me tourne à nouveau vers vous. On a bien compris l'ambition et l'objectif de votre haut commissariat, introduire ou réintroduire une vision globale, structurée du futur. À l'heure d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a 2 ou 3 questions qui vous paraissent particulièrement sensibles, inquiétantes, en tout cas nécessitant, de là où vous êtes, une attention particulière ou une mobilisation particulière? Alors, il y en a, je vais en prendre 3 puisque vous m'invitez à prendre la fourchette haute. Alors, on s'est sélectionné quelques-unes qui ne seront pas complètement originales, j'imagine, parce qu'elles sont heureusement déjà dans le débat, mais qui, en tout cas en ce qui me concerne, sont des sujets de préoccupation assez croissants et parfois assez récents. Il y en a une, c'est la démographie, je l'évoquais rapidement tout à l'heure. Je faisais partie de ceux qui entendaient la musique de fond sur notre évolution démographique en Europe. Et on a vu depuis quelques mois, quand les statistiques les plus préoccupantes sont sorties sur la baisse du nombre d'enfants par femme en France, alors qu'on pensait qu'on était relativement exceptionnel en Europe et relativement préservé dans toutes les implications qu'a la démographie, c'est-à-dire le financement de notre modèle social, un certain état d'esprit aussi vis-à-vis de l'avenir. Ce vieillissement européen est aussi un vieillissement français, nous le savions, mais il a sans doute revêti une ampleur qu'on n'avait pas complètement imaginée. Et surtout, et c'est là qu'on peut, j'espère, être un peu utile, c'est en mesurer toutes les implications. J'ai évoqué les questions dans certains secteurs clés ou certains services publics clés comme l'éducation ou comme la santé, mais je fais un tout petit zoom sur l'éducation de ce seul point de vue. C'est des choix politiques qui ensuite sont devant nous, mais qu'il faut quand même essayer de décrypter ou d'éclairer. Si par exemple, même si c'est évidemment un peu plus complexe que ça, on a tout niveau confondu, et c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe aujourd'hui, une baisse significative et durable du nombre d'élèves. Que fait-on avec nos enseignants ou les encadrants pédagogiques? Est-ce qu'on considère que c'est une bonne occasion d'améliorer les taux d'encadrement? Et donc on continue à recruter à peu près de la même façon, si tant est qu'on y arrive, parce qu'il y a aussi des sujets d'attractivité dans le recrutement de nos enseignants. Ou est-ce qu'on se dit finalement ça tombe bien, on fait un certain nombre d'économies, ou un peu des deux? Ce sont les choix de société. Ou est-ce qu'on différencie par territoire? J'ai été député de Paris. À Paris, il y a un taux d'encadrement en moyenne qui est supérieur à celui du reste de la France. Est-ce que c'est tout à fait justifié ou juste, d'ailleurs, c'est pas sûr, pour nos enseignants, tout niveau confondu? Est-ce qu'on se dit que si on doit profiter, entre guillemets, de certaines conséquences positives de cette baisse démographique du nombre d'élèves, est-ce que dans les territoires ruraux, dans des banlieues difficiles, on se dit que là, on améliore le taux d'encadrement et que dans certains territoires un peu plus favorisés, peut-être dont Paris ou certains quartiers de Paris, en revanche, on fait un certain nombre d'économies de postes? C'est ce genre de questions très concrètes. On pourrait prendre la démographie médicale ou le recrutement de nos soignants, ou à l'inverse, sans doute, le vieillissement va obliger, justifier une augmentation plus ou moins forte, c'est un choix politique là aussi, de nos dépenses de santé, de nos dépenses du grand âge. Bon. Donc la démographie a des implications qu'on imagine bien, et puis des applications dans tous les domaines qui sont beaucoup moins évidentes et qu'il faut encore, je pense, éclairer, ou dont il faut tirer des scénarios. Il y a la question climatique, alors elle est évidente, et je l'ai mentionné rapidement tout à l'heure, mais j'y insiste dans le contexte qu'on vit, parce que le temps long s'articule à l'actualité. On voit bien qu'on a une forme, pour le dire en bon français, de backlash, de retour en arrière. Et il faut arriver sur une question qui est par construction une question de temps long, le dérèglement climatique, ses implications, la lutte contre le changement climatique pour non pas régler le climat, mais le dérégler le moins possible ou le moins vite possible, s'adapter. Tout ça nécessite un peu de constance et un peu de durée. Ça nécessite d'avoir des débats sur les outils politiques. On a vu les ZFE, le ZAN, tous ces acronymes un peu compliqués, mais au moins quand même d'avoir une forme de durée et de constance. S'il y a bien un domaine dans lequel on a besoin de ne pas changer nos dates, nos caps, nos mesures tous les 3 mois, 6 mois ou chaque année, c'est la question écologique. Et donc je crois que la question climatique est encore une idée neuve, si je puis dire, dans le débat sur le temps long et dans le débat sur le futur. Et puis je redis, parce qu'elle est à la fois une dimension transversale, mais aussi presque un défi en soi, il y a la question européenne, qui pour moi est très importante, parce qu'il faut qu'on trouve un peu notre grand projet européen mobilisateur des 10, 20, 30 prochaines années. Si je simplifie un tout petit peu, on a eu une grande phase qui était celle du marché,
marché commun, marché unique, qui a en fait irrigué le projet européen, qui était un projet largement économique, des années 50 au début des années 90. On a eu à partir de ce moment-là un autre projet économique, mais évidemment très politique et fédérateur, certains diront fédéral, qui était l'euro, la monnaie, une forme d'étape supplémentaire de notre union économique, budgétaire, monétaire. Et puis aujourd'hui, c'est à l'évidence, avant tout, en général, la question de la défense et de la sécurité. Ça ne veut pas dire que l'Europe, soudainement, va tout faire. Je pense que personne ne le pense et personne ne le souhaite d'ailleurs. Mais qu'en revanche, on est collectivement des cibles de dépenses supplémentaires communes, des programmes ou des projets en commun. Et surtout, là aussi, qu'on arrive à garder le temps long. Parce qu'il ne faut pas qu'il se passe sur la défense, dans la conscience des Européens, ce qui se passe un peu sur le climat, dans le débat. C'est-à-dire que si demain, ça va un peu mieux, je ne suis pas sûr, ou en apparence, c'est le risque en Ukraine avec une forme d'accord de paix aussi fragile ou aussi bancal soit-il, que les Européens se disent, les Français comme nos voisins, bon bah finalement on s'est fait peur, mais la menace est un peu effacée, atténuée. Et ça c'est un risque permanent des Européens en particulier. Je dis souvent les Européens c'est comme, je ne sais pas si vous vous réveillez avec cette petite chose qui est notre téléphone portable. Moi ça m'arrive, je mets souvent des rappels d'alarme, parce que parfois je ne me réveille pas du premier coup. Les Européens sont très sensibles au rappel d'alarme, ou à l'absence de rappel d'alarme. C'est-à-dire on se réveille une fois, et puis on se rendort un petit peu, parce qu'on se dit qu'on a encore 10 minutes, 15 minutes avant vraiment de se lever et de commencer sa journée de travail. Et il ne faudrait pas qu'il nous arrive ça. On est assez prompt à ce rendormissement stratégique ou non stratégique chez les Européens en se disant bah, finalement l'Ukraine, bon, M. Trump a permis une forme d'accord de paix, c'est pas terrible, mais enfin au moins on s'en soulage un peu lâchement et on arrête d'investir dans notre défense, on arrête d'investir dans notre sécurité parce qu'on a l'impression que c'est plus nécessaire. Et donc je pense qu'il faudra, sous votre contrôle mon général, mais qu'on entretienne non pas la peur, c'est pas ça l'idée, mais la conscience de la menace durable. Et en tout cas, je suis sûr que s'il y a un grand projet européen à construire les années qui viennent, avec des outils nouveaux, c'est la question de la sécurité et de la défense. Nathalie Smirnov, me tourne vers vous à nouveau. Vous nous avez bien parlé des 3 défis auxquels était confrontée la Croix-Rouge. Comment on fait dans cette grande organisation faite de bénévoles et de professionnels au contact de la société française dans sa diversité? Comment on fait pour maintenir cette disponibilité au futur, à l'imprévisible et à l'instabilité? Quel état d'esprit il faut avoir pour que l'organisation tienne dans ce climat d'incertitude? Avant de répondre à cette question, pardon Yannick, mais je vais rajouter un 4e défi. Dans le monde où on envisage des conflits armés de haute intensité qui se multiplient, je rajouterai le défi pour la Croix-Rouge et pour là cette fois-ci le mouvement Croix-Rouge, Croissant-Rouge et le CICR de bien rappeler à tous les États le droit international humanitaire. Donc les conventions de Genève, le droit de la guerre, parce qu'aujourd'hui on le voit, hein, c'est dans quasiment tous les conflits que l'on voit, il n'est pas respecté. Donc la France est engagée dans une initiative de redéploiement du droit international humanitaire dans tous les pays, à rallier une 60aine de pays pour renforcer ce rappel des conventions de Genève, pourquoi elles ont été écrites, dans quel contexte elles ont été écrites et à quoi sert le droit international humanitaire, y compris pendant les conflits armés. Et je pense que c'est un défi majeur pour le mouvement Croix-Rouge et Croissant-Rouge. Les décisions dans ce monde d'incertitude et comment on se prépare dans ce monde d'incertitude, on fait des travaux de prospective, typiquement avec Futurim, mais aussi avec les grands partenaires de la réponse aux urgences. Et puis on imagine les scénarios qui pourraient effectivement arriver sur le court terme, moyen terme et long terme. À partir de ces scénarios, on va définir des capacités opérationnelles, des compétences à avoir pour répondre et tenir la place que doit prendre la Croix-Rouge en termes de réponse à ces situations. Donc une sorte de contrat opérationnel sur lequel on va pouvoir s'engager et qui va nécessiter de nouveaux moyens à investir, des formations, des entraînements et aussi l'application systématique à chaque fois qu'on est engagé sur une réponse à une crise ou à un événement particulier, la culture du rétex. Donc
Ça, c'est quelque chose aussi qui est bien connu par les armées, c'est qu'à chaque fois à la fin d'une mobilisation, s'assurer qu'on fait le bilan complet de tout ce qui a marché, tout ce qui n'a pas marché, et donc une amélioration continue pour le prochain événement. On est absolument incapable de prédire l'avenir. Et donc l'idée, c'est vraiment d'avoir des scénarios sur lesquels on travaille qui sont suffisamment différents les uns des autres pour anticiper finalement les moyens à mettre en place. Et pour rester agile, on est incapable de planifier ce qu'il va falloir réaliser dans la semaine prochaine ou dans 3 semaines. Depuis que je suis à la Croix-Rouge, de toute façon, il n'y a pas un week-end qui se passe sans qu'il y ait un événement quelque part sur le territoire français. Donc, c'est d'être suffisamment agile pour être capable de réagir, d'avoir des échelons régionaux, territoriaux et locaux suffisamment formés, entraînés, pour être capable de prendre la bonne décision au moment où un événement se passe. Je rajouterais la soutenabilité globale du modèle Croix-Rouge. Pour être suffisamment indépendant et capable de continuer à tenir notre place dans cette chaîne du secours, avoir une Croix-Rouge française qui est suffisamment solide sur ses bases, donc avoir une diversité d'activités qui lui permettent de traverser l'évolution de toutes les politiques publiques sans être en défaillance financière, et continuer à investir sur notre seule richesse finalement, qui est la ressource humaine, des volontaires et des bénévoles et des salariés. Donc entraînement, formation, rétex et anticipation du contrat opérationnel que l'on se fixe d'assurer pour investir et dans les bons moyens, les bonnes plateformes, les bons stocks et les bonnes formations. Et je rebondis aussi sur le partage d'expériences avec les Européens, mais ça va au-delà des Européens. On avait la semaine dernière une réunion avec d'autres directeurs généraux et secrétaires généraux du mouvement Croix-Rouge, Croissant-Rouge pour partager aussi ce type de scénario et de partager aussi nos modes de préparation et nos modes d'organisation pour répondre aux urgences. Donc, voilà, l'objectif est aussi de prendre tout ce qu'il peut être vécu. La Suisse a vu un village complètement englouti en moins de quelques heures. Rétex avec la Croix-Rouge suisse pour voir comment la Croix-Rouge suisse s'est mobilisée. Inondation à Valence, en Espagne. Alors là, je reviens sur la polarisation. On a eu là une Croix-Rouge espagnole qui a été un petit peu chahutée par les réseaux sociaux parce que pas suffisamment en réponse immédiate. Là, double rétex. Comment on s'assure qu'on a une bonne communication de crise, en plus d'avoir les moyens. Bref, on ne fait pas de planification, on fait surtout de la formation, oui, de l'anticipation au sens prospective, pour être le plus agile possible en cas d'événement qu'on est absolument incapable de prédire, sinon le fait qu'il va arriver. Mon général, j'avais dit que la troisième question, c'était sur quel point est-ce qu'il faut être particulièrement volontariste et sur quel point est-ce qu'il faut surtout s'adapter aux événements. Vous y avez déjà largement répondu. J'ai envie de vous interroger parce que le tableau que vous nous avez dressé de la guerre du futur, c'est de la haute intensité technologique, de la très grande rapidité, donc la nécessité du système de commandement et de la capacité à décider, à adapter. Dans ce tableau-là, quelle est la place de la relation entre l'armée et la société civile ? Le lien armée-nation, comme on disait il y a encore pas très longtemps. Si on prend un scénario de haute intensité, il est fondamental, puisque on voit bien que on a l'habitude de dire que les armées gagnent les batailles, mais ce sont les nations qui gagnent la guerre. Dans la haute intensité, il y a une notion de mobilisation générale de toutes les ressources de la nation. Et l'armée seule ne peut pas gagner. Et donc, c'est pour ça que nous, on est très attentifs à de nombreux sujets. Donc, la cohésion nationale a été évoquée. C'est un de nos sujets de préoccupation. Comment est-ce qu'on recrée de la masse si jamais on se retrouve dans ce type de situation?
Je vous ai parlé aussi du fait qu'on travaille de plus en plus, ou on est de plus en plus agressé dans le domaine du cyber, des manœuvres cognitives. C'est-à-dire qu'il faut s'attendre, dans le cadre d'un conflit de haute intensité, finalement, à avoir des rétroactions ou des actions sur le territoire national. Donc comment est-ce qu'on protège le sanctuaire national pendant que nos troupes sont déployées à l'extérieur pour défendre l'Europe dans le cadre de la coalition? Parce que de toute façon, on n'envisage pas de défendre l'Europe en dehors de la coalition de l'OTAN pour l'instant. Et donc, comment est-ce qu'on se prépare à ces rétroactions-là? Et donc la cohésion nationale devient fondamentale, et ce rapport et ce lien armée-nation est fondamental. Donc, comment on y répond? Nous, on voit l'aspect réserve. Il y a de grandes ambitions pour augmenter le volume de réservistes, parce que je parlais de la difficulté à recruter dans les années à venir. Une de nos solutions, c'est éventuellement d'avoir une sorte de système hybride entre des gens qui seraient militaires à temps plein et des gens à temps partiel. Puisqu'on se rend compte que finalement la jeunesse française est prête à s'engager, mais pas tout le temps forcément à temps plein. Donc comment est-ce qu'on y répond? Avec sûrement un socle de gens d'actifs qui seront là en permanence, et augmenter le volume de gens qui sont à temps partiel, alors sous forme de réserve ou autre. Donc ça, c'est à inventer, à imaginer. Donc on a beaucoup d'études aujourd'hui pour le faire, mais comment est-ce que justement on embarque la nation française dans ces affaires de défense? On les fait participer à nos formations, et on crée finalement un peu de profondeur humaine au sein de la nation française, capable de nous épauler en cas de difficulté ou de conflit de haute intensité, si malheureusement ça devait arriver. Néanmoins, nous, justement, vous parliez de l'incertitude, c'est quand même le quotidien des militaires qui doivent décider dans l'incertitude. Et on passe notre vie à planifier, ça c'est le travail permanent du militaire, avec une nuance aujourd'hui, c'est que le général chef d'état-major des armées demande à ce qu'on gagne la guerre avant la guerre. C'est-à-dire que dans la planification, là où habituellement on disait bon, face à tel type de scénario, qu'est-ce que je fais en réaction? C'est comment j'interviens pour éviter que ça survienne, que le scénario se concrétise. Et donc comment, justement, en analysant une attaque ou une dégradation à un endroit particulier, quels moyens je mobilise pour finalement décourager l'adversaire. Donc c'est un peu la transformation que l'on a aujourd'hui dans nos planifications, c'est aller plus loin que la simple réaction, c'est comment j'envisage finalement de le décourager, de faire en sorte qu'il estime qu'il n'a rien à gagner à aller plus loin. Merci. Clément Beaune, je vous donne le dernier mot. Vous avez devant vous des professionnels qui font de la prospective dans leur organisation, publique ou privée, et donc qui passent leur temps à convaincre leur direction générale qu'il faut s'intéresser au temps long et au futur, et pas seulement gérer le résultat trimestriel. La question se pose à vous aussi. Comment est-ce que dans le contexte politique que chacun connaît, et la préférence du politique pour le court terme, comment est-ce que vous comptez faire prévaloir les intérêts du futur ? Alors, je vais commencer par ne pas vous rassurer, mais je vais essayer de dissiper ensuite cette inquiétude. Quand j'ai pris mes fonctions, il n'y a pas beaucoup de temps, il y a 3 mois, et puis quelques jours depuis la fusion, on l'a dit, j'ai pensé naïvement que j'allais avoir des échanges relativement naturels, compte tenu de mon statut de personne du service public, fonctionnaire, puis responsable politique, avec les ministres ou les ministères, les directeurs des grandes administrations centrales, un univers que je connais assez bien, et que ce serait plus compliqué, voire regardé avec un peu plus de distance ou de méfiance par des grands dirigeants privés. Et c'est plutôt l'inverse. Alors je ne désespère pas de démontrer dans la sphère publique elle-même en son sein notre intérêt ou notre utilité. Je m'y emploie étude après étude déjà. On a fait des notes assez rapides qu'on appelle notes flash pour coller au débat d'actualité tout en étant précis sur le financement de l'effort de défense, sur le service national et l'engagement civique ou autre, sur aujourd'hui les risques climatiques que j'évoquais, sur les questions de stéréotypes femmes-hommes, donc c'est assez diversifié. Voilà, je suis convaincu que le temps long est un combat quotidien dans le public presque plus que dans le privé. En tout cas, dans un certain nombre d'endroits du secteur privé, les grandes industries qui nécessitent des investissements de long terme, je pense que vous le vivez, vous l'incarnez, vous le savez mieux que moi, finalement, il y a une certaine maturité sur ces questions. Alors j'imagine qu'il y a des batailles internes entre l'immédiateté et le surlendemain, mais c'est peut-être plus dur dans le public. Et en même temps, tout le monde est convaincu qu'il y en a besoin. J'ai été en charge des transports dans une fonction gouvernementale.
on est absorbé à 80% de son temps, même quand on lutte, et j'ai essayé de lutter le plus fort possible, par l'actu, au sens parfois le moins intéressant du terme, mais le plus nécessaire du terme aussi. Il faut répondre, communiquer, décider, réagir sur une grève, sur un épisode climatique et ses conséquences. C'est normal. On peut le déplorer, mais enfin c'est la vie, c'est normal. Mais il faut garder le plus possible 10, 20, 30% de son temps quand c'est une bonne journée pour essayer de réfléchir au plan d'investissement de demain. Dans le réseau ferroviaire, dans le réseau routier, dans nos concessions autoroutières, dans la décarbonation, etc. etc. C'est le plus dur, garder ce temps de cerveau disponible pour le temps long et pour le dépassement de l'urgence. Dans la politique, c'est sans doute aujourd'hui l'univers où c'est le plus difficile, paradoxalement, et en même temps le plus nécessaire. Moi, je suis assez optimiste, pour finir quand même sur une note positive, parce que je crois que nos concitoyens, à la fin, veulent de la réaction immédiate, et parfois on est paradoxal, on reproche aux politiques de ne faire que du buzz ou de l'actu ou du court terme, et en même temps on le leur demande, comme citoyens. Mais je crois que quand on se pose, et tout le monde a envie de se poser ou de s'apaiser quand même de temps à autre, et peut-être paradoxalement plus dans un débat qui est très polarisé aujourd'hui, il y a une attente vis-à-vis de celles et ceux qui vont être capables, je crois, de dessiner une vision, une projection à 2035, à 2050. Et donc, il faut mener ce combat dans la sphère publique et paradoxalement, il faut chercher des alliés dans le monde privé et le monde de l'entreprise pour essayer de réinjecter cette notion dans la décision publique et la décision politique. Donc, compte sur vous. Ainsi s'achève notre Assemblée Générale. Eh bien, écoutez, merci à tous d'avoir participé à cette Assemblée Générale. Merci à nos invités qu'on peut applaudir pour leurs éclairages.